Bonjour, monsieur Vincent Sossenfouda. Bienvenue sur Diaf TV. Bonjour. Merci. Asseyez-vous. Alors, monsieur Vincent Sossenfouda, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Diaf TV. Bonjour aux téléspectateurs de Diaf TV. Alors, nous vous recevons aujourd'hui d'abord comme auteur, hein, parce que à côté donc de l'activité d'auteur de livres, hein, on vous sait aussi davantage comme homme politique. Hein. Mais ce n'est pas sur cette casquette-là que nous allons vous recevoir aujourd'hui. Nous recevons donc aujourd'hui pour parler d'un livre, Le procès de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, l'Afrique face à son destin. Mais notre première question, monsieur Vincent Sossenfouda, pourquoi l'avoir titré Le procès de Laurent Gbagbo alors que quand on le parcourt, on voit très bien que vous faites plutôt le procès des anti-Gbagbo. Vous faites le procès de la rébellion en Côte d'Ivoire qui a pris en otage le Nord. Vous faites le procès de la France et son implication. Vous faites le procès de l'ONU. Pourquoi avoir titré le procès de Laurent Gbagbo? Peut-être parce que effectivement, en face, il y a un procès qui s'ouvre. Un procès contre le professeur Laurent Gbagbo. Donc il était tout à fait approprié parce que le procès Laurent Gbagbo s'ouvre cette fin du mois à La Haye et il était important de faire entendre la voix de ce prisonnier. Mais, monsieur Vincent Sossenfouda, le livre aujourd'hui revient essentiellement sur des faits d'actualité qui pour nous sont déjà connus par le public. Quel est le but de revenir sur ces éléments d'information aujourd'hui? Non, nous ne revenons pas sur des effets d'information. Nous essayons de l'intérieur de donner la parole au président Laurent Gbagbo afin que lui-même expose le pays qu'il a dirigé pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand vous lisez la préface de cet ouvrage, il est écrit à deux plumes, mais il y a un porte-plume et les idées viennent de quelqu'un d'autre qui est en prison et qui essaye d'exposer à ses pairs, les autres chefs d'État africains, aux chefs d'État latino-américains, mais aussi à un public africain de plus en plus songeur, de plus en plus dubitatif sur les issues de ce procès et qui dit, bon, qu'est-ce qui s'est véritablement passé en Côte d'Ivoire? Alors, il est de bon ton de donner la parole à l'acteur principal, celui qui aujourd'hui est accusé par la communauté internationale de crimes contre l'humanité, essaye et dans cet ouvrage d'exposer les faits, rien que les faits. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en disant les choses comme ça, qu'il s'agit là d'une démarche assez partiale et même partielle? Parce que vous dites donner la parole à l'accusé. Vous ne donnez pas la parole également à l'accusation. Visiblement, dans le livre, hein, on voit bien que vous prenez tout le temps le parti d'un camp. Et pourtant, vous m'avez tout à l'heure dit que vous n'êtes pas du FPI. Pourquoi il n'y a pas également aussi repris dans ce livre la parole donnée par le camp adverse, notamment le Ouattara? Ce n'est pas le camp adverse qui est en procès. Celui qui est en procès, c'est Laurent Gbagbo, dont la parole doit être donnée à la défense. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de réunir, comme sur ce plateau, les adversaires, et puis... non, il s'agit de donner la parole à un accusé afin qu'il réponde aux multiples questions que l'opinion publique, que les journalistes, que le citoyen lambda, que l'Africain peut se poser sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire sur un intervalle de 10 ans. Qu'est-ce qui chez vous motive cela? Parce que vous pensez qu'on n'avait pas trop vraiment compris ce qui s'est passé depuis là jusqu'à ce jour. On est quand même en 2015. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de construire. Et pour construire, il faut déjà saisir les différents éléments qui ont abouti à un conflit. Et quand on les a saisis, alors on se projette. C'est pour cela que ce livre s'achève avec un très bel espoir sur l'avenir de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous commençons par un procès, celui de Laurent Gbagbo, qui devient un procès de l'Afrique. Et on voit donc germer une Afrique débarrassée peut-être du conflit. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que vous pensez être assez pertinent pour le lecteur qui prend en main ce livre aujourd'hui? L'importance d'un livre n'est pas sur
la nouveauté des éléments qu'il apporte. Il est sur la chronologie de comment les éléments sont rapportés, comment les éléments sont mis bout à bout pour arriver à un conflit. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un village, c'est un pays avec 60 ethnies, avec 3 religions qui cohabitent, avec des transitions qui sont faites entre des peuples venant du Sahel et ceux qui viennent de la forêt. Tous ces peuples-là se rencontrent dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et à un moment donné naît un véritable conflit avec une construction d'une identité nationale avec la désignation de l'autre comme n'appartenant pas à cette communauté nationale. Et donc, quand les deux constructions vont s'affronter, effectivement, on arrive à un conflit armé avec des centaines, peut-être des milliers de morts. Comment faisons-nous pour reconstruire? Ce n'est pas la première terre à avoir un conflit. Vous vous souvenez des grandes guerres qui ont ensanglanté l'humanité depuis la Grèce antique jusqu'aux affrontements du XXe siècle avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne a réussi à traverser, à renverser l'esprit du nazisme? Si oui, est-ce que le procès Nuremberg y a contribué? Oui. Et si cet esprit de Nuremberg a contribué, alors ça signifie que le procès qui s'ouvre à La Haye devrait arriver à la naissance d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Et si nous arrivons à la naissance d'une nouvelle Côte d'Ivoire, ça signifie que l'Afrique aura fait un grand pas vers la construction et la stabilisation des États. C'est de cela qu'il s'agit. Avant d'arriver justement sur la projection que vous faites à partir du cas Côte d'Ivoire sur l'Afrique, je voudrais revenir sur des éléments de votre livre. Vous, pendant tout le livre, dans les 2 tiers de ce livre, on voit très bien que vous êtes constamment en train d'accuser, on va dire, l'opposition à Laurent Gbagbo, notamment les rebelles qui sont dirigés par l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Guillaume Soro, et puis chapeauté lui-même par le président actuel, M. Alassane Ouattara, et qui a ses alliés qui sont le président du Burkina Faso, qui a été déchu il y a quelque temps par le peuple burkinabé. Mais finalement, on voit qu'il y a un gros complot de tout ce monde contre Laurent Gbagbo. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que Laurent Gbagbo, lui aussi, est responsable de ce qui lui est arrivé? Vous posez 2 questions et je vais essayer de m'efforcer, en très peu de mots, à apporter des réponses. D'abord, il ne s'agit pas de porter des accusations contre un camp. Il s'agit de présenter des faits. Un sociologue politique n'est pas là pour prendre parti. Il est là pour présenter des faits. Rien que des faits. Et les faits, tout fait social est un objet d'étude. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant, sur la personne et la personnalité du président Laurent Gbagbo, quand on est à la tête d'un État, oui, il arrive de commettre, il arrive que l'on puisse se tromper, il arrive qu'on puisse poser des jugements qui, peut-être, avec du recul, auraient pu prendre une autre direction. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de parler des hommes. Il s'agit de voir comment un conflit d'hommes a envenimé tout un pays. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si Alassane Dramane Ouattara ou Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo ont des parts de responsabilité. Il s'agit de voir comment ces personnalités à la tête de la Côte d'Ivoire, se mettant en conflit entre elles, ont fait dégénérer, ont fait se répandre dans un pays une idéologie. C'est de cela qu'il s'agit, l'ivoirité. Et l'ivoirité qui, elle-même, depuis 1989, a sapé le travail de construction d'une nation. Okay. C'est de cela qu'il s'agit. Mais vous ne pouvez quand même pas exempter Laurent Gbagbo
dans cette idéologie de l'ivoirité, puisque de toute façon, il en a profité au moment où il est élu président, parce que les autres candidats avaient été exclus. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale compte 120 députés. Et sur ces 120, à l'époque, comptait 120 députés. Et sur ces 120 députés, le FPI de Laurent Gbagbo n'était pas impliqué dans la promulgation d'un certain nombre de lois. Je voudrais vous rappeler que c'est Laurent Gbagbo qui a proposé, sous la médiation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, l'utilisation de l'article 48 qui autorisait Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié à être candidat à l'élection présidentielle de 2010. Ça veut dire qu'il a utilisé les pouvoirs que lui conférait la constitution ivoirienne pour ramener la paix dans son pays. Et on peut dire qu'il a réussi à le faire. De toute façon, on ne va pas rester sur ce point de l'ivoirité. Aujourd'hui, votre livre s'inscrivait surtout dans une démarche de réconciliation, dans une démarche d'interpeller les Africains sur la nécessité de se prendre en main. Et vous partez donc du cas Côte d'Ivoire. Avant cela, avant d'arriver à ce point, moi je reste toujours encore intéressé sur la nature du livre. Vous dites déjà en introduction de ce livre avoir rencontré Laurent Gbagbo à Marco VI. Vous dites également avoir rencontré des gens comme Henri Konan. Donc vous dites être imprégné un peu de la situation en Côte d'Ivoire il y a très longtemps. Et vous essayez, bon, je ne sais pas si c'est un essai, mais vous essayez à travers ces informations-là de légitimer un peu le propos de ce livre. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous pensez que vous êtes assez légitime pour parler pour Gbagbo, pour écrire ce que pensait Gbagbo? Non, il ne s'agit pas de cela. Je ne cherche aucune légitimité pour parler ou pour faire parler le président Gbagbo. Il s'agit d'une rencontre... Mais c'est pour ça dans le livre. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une rencontre entre deux universitaires et un qui dit à l'autre, pouvez-vous rassembler en observant la vie de tous les jours en Côte d'Ivoire un certain nombre d'éléments qui peuvent me permettre de présenter la situation générale de la Côte d'Ivoire à mes pairs. Et justement, en tenant compte de la crédibilité intellectuelle, c'est-à-dire que ce livre, par exemple, pour le critiquer, il faudrait s'armer des canons scientifiques. Est-ce qu'il obéit au canon de la sociologie? Oui. Est-ce que ce livre permet de comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il trace un chemin pouvant aboutir à une sortie de crise? Oui. Mais, d'accord. Sauf que, encore une fois de plus, vous avez quand même besoin du soutien de celui que vous faites parler dans ce livre. Est-ce que vous avez eu Laurent Gbagbo depuis qu'il est à l'arrêt, par exemple? Les relations entre Laurent Gbagbo et moi restent des relations strictement privées. Mais si vous voulez savoir si le président Gbagbo a lu ce livre depuis sa sortie, la réponse est oui. Vous avez répondu à notre question, effectivement. Donc aujourd'hui, vous avez donc caution de faire parler le président Laurent Gbagbo à travers ce livre qui relate effectivement des idées qu'il aurait eues au moment où il vous choisit de récolter un certain nombre d'informations pour les mettre à disposition de ses homologues africains. C'est bien ça? Oui. D'accord. Mais aujourd'hui aussi, il faut donc se projeter vers l'avenir. Il y a eu tout ça. Comment on fait pour sortir de tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est là où quelque chose manque au livre, qui perdrait un peu en objectivité, en ce sens que quand on veut reconstruire, quand on veut aller vers la paix, il faut prendre en compte une analyse qui soit objective, qui donne la parole aux deux camps. Mais là, on a une seule parole. C'est pour ça que je vous interpelle encore. Vous dites bien que Côte d'Ivoire, l'Afrique face à son destin. À quel moment est-ce que vous pensez que les Africains vont prendre conscience de la nécessité de dépasser cette question ivoirienne pour penser l'Afrique? Les Africains travaillent déjà au dépassement de la question ivoirienne. Les autorités gouvernementales ivoiriennes ont mis sur pied un comité de justice, de paix et de réconciliation qui était présidé par l'ancien Premier ministre Konan Banny. Justement, c'est très bien, mais vous n'en parlez pas dans le livre. Non. Justement, vous n'en parlez pas dans le livre. Il ne s'agit pas de parler de ça. Parce que ce n'est pas ça,
ce n'est pas ce comité qui est au cœur de la réflexion. Ce qui est au cœur de la réflexion, c'est les idées, comment Laurent Gbagbo percevait la Côte d'Ivoire au moment où il convoquait le corps électoral, ensuite au moment où l'on promulgue les résultats, et après, quand le conflit s'envenime et que l'on a d'un côté une république enfermée dans un hôtel et une autre république au palais, comment le président Laurent Gbagbo, avec qui je suis constamment en contact et qui me demande de voir avec les deux parties comment est-ce qu'il est possible d'entrer véritablement en dialogue. Et moi qui vais rencontrer assez régulièrement Choi, qui est le représentant spécial des Nations Unies, qui rencontre M. Roy, actuel ambassadeur de France en Italie, et qui à l'époque était secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Comment on essaye de sortir de la crise? Maintenant que nous avons dépassé, c'est-à-dire qu'on a la promulgation, on a la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, on a Laurent Gbagbo qui est à La Haye, on a son ministre de la Jeunesse qui est en prison aussi à La Haye. Comment faisons-nous pour réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même? Et si l'on réussit à réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, comment l'Afrique se prend en main à partir de ce moment-là? On aurait pu résoudre la question ivoirienne sans faire appel aux Nations Unies. On aurait pu, par les mécanismes de paix mis en place par l'Union africaine, résoudre le problème ivoirien. C'est d'ailleurs ce qu'avait conseillé Jean Ping, qui était à l'époque secrétaire général, c'est ce qu'a proposé Thabo Mbeki. Donc aujourd'hui, il s'agit de quoi? Et c'est pour cela que notre livre, à la conclusion, dit l'Afrique avec les Africains africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être imprégné de cette odeur de l'Afrique, de cette forêt de l'Afrique, de cette perception que l'Afrique, que l'humanité africaine, parce qu'il y a une humanité africaine qu'il faut prendre en compte pour la résolution des problèmes. L'arbre à palabres existe. Et cet arbre à palabres, comment pouvons-nous nous retrouver sous cet arbre à palabres pour constituer non pas un pays, et non pas un État, non pas une nation, mais un pays. Le pays, c'est d'abord le terroir. Comment nous nous enracinons dans un terroir bien précis? C'est de cela qu'il s'agit. Or, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était la désignation par l'extérieur, par des forces extérieures d'un gouvernement chargé de réguler des choses, des mécanismes qui ne sont pas qu'économiques. Un pays, ce n'est pas seulement l'économie. Un pays, c'est sa forêt, ce sont ses rivières, ce sont ses fleuves, ce sont ses peuples, ce sont ses religions. Et le lieu où l'Afrique se dit aujourd'hui, ce n'est pas à l'ONU, ce n'est pas au Conseil de sécurité, ce n'est pas à la Haye, c'est en Afrique. C'est ça le véritable message que ce livre veut transmettre. Et vous avez vu, par exemple, parce que vous êtes au parfum de l'actualité en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a à peine une semaine, Madame Simone Gbagbo a été condamnée. Vous avez cité tout à l'heure Mamadou Koulibaly. Vous avez cité tout à l'heure Monsieur Konan Banny, ancien Premier ministre. Tout ce monde-là vient de se désolidariser en disant ce n'est pas sur ça que nous avons travaillé. Nous sommes en train de déstructurer un travail que nous avons accompli qui était celui de réconcilier le peuple ivoirien. On entend bien ce que vous dites, mais vous me permettrez d'insister de nouveau. Effectivement, l'Afrique doit se repenser. L'Afrique, effectivement, doit se libérer de ces réflexes de subordination par rapport à l'Occident. Sauf que, en le disant, comme vous le dites, on a l'impression que vous dédouanez totalement l'accusé, Laurent Gbagbo. Je tiens à vous rappeler quand même que Laurent Gbagbo fait partie de ceux qui, en tant que président des États d'Afrique, ont envoyé parfois des soutiens financiers forts au président de France. Mais si on est soi-même déjà en train d'accepter de se subordonner à ces puissances occidentales, mais pourquoi vous ne le dites pas? Il y a une part de responsabilité commune aussi de la part de ces présidents. Vous ne pensez pas? La véritable responsabilité est au peuple.
Il n'y a pas un homme qui libère un peuple. Regardez les exemples dans notre monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas un homme qui libère un peuple. Le général de Gaulle n'a jamais libéré la France. Vous le savez. Voilà. Mais il faut un leader. C'est le peuple qui engendre son leader. Et non le contraire. Quand on cherche un héros, on va le trouver au cimetière. C'est peut-être là la véritable erreur de Gbagbo. Et le sang des martyrs fait toujours des conversions. Et c'est pour cela que vous, ici en France, nous sommes un peu loin de tout ce qui se passe ici, mais on considère toujours la France comme le 54e État de l'Afrique. La France est un des poumons de l'Afrique, donc beaucoup de choses de l'Afrique se résolvent sur la place parisienne. Et je pense que depuis que Laurent Gbagbo est en prison, on voit assez régulièrement des manifestations sur des places de Paris qui concernent le Congo, qui concernent le Cameroun, qui concernent le Mali. Et on se dit qu'il est en train de se constituer une force africaine qui ne compte plus sur un héros qu'on irait chercher dans un cimetière, mais plutôt tout un peuple qui va avancer vers sa propre libération. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, revenons donc sur justement des éléments précieux, visiblement pour vous, dans la libération de l'Afrique en général. Vous faites allusion à une expression, vous parlez de Africain pour l'Afrique. C'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi, Africain pour l'Afrique? Ça veut dire que pour être africain, il faut avoir saisi ce que c'est que l'Afrique, se l'imprégner, passer ce que l'on a au feu de la critique. Et c'est cette quintessence, cette substance que vous dégagez qui fait de vous finalement un Africain. C'est comme si vous me demandiez, c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel en Afrique et un intellectuel en Occident, ce n'est pas la même chose. Un intellectuel africain, c'est celui qui est imprégné de la sagesse africaine, qui est allé à la rencontre de la culture occidentale, qui a pris, comme dit en 1956 la Grande Royale dans l'aventure ambiguë du Cheikh Hamidou Kane, qui a appris à lier le bois au bois, mais qui, quand il rentre en Afrique, met ensemble les deux connaissances, les confond, et ensuite dégage la substantielle moelle. Et c'est parce que vous êtes capable de dégager cette substantielle moelle que vous pouvez parler comme intellectuel africain. Faire l'Afrique, ça ne veut pas dire l'occidentaliser. Faire l'Afrique ne veut pas dire un transfert de technologie. Ça veut dire penser l'Afrique à partir d'elle-même. Et cette construction de l'Afrique ne peut se faire que dans le ressenti, dans le senti profond de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Or, pendant très longtemps, si vous regardez l'école de la négritude, qui a été une école très grande et très bénéfique pour l'Afrique, mais depuis la fin de la négritude, rien n'est venu se mettre en place pour dire Africain, penser l'Afrique, développer l'Afrique. Quand je dis penser, c'est avec ER, c'est le verbe à l'infinitif. Il faut penser l'Afrique aujourd'hui. Il faut la penser en enracinant, en mettant ses deux pieds dans l'Afrique profonde, dans ce qu'elle a de plus originel, de plus ressenti, de plus émotif. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, lui-même, il le dit à ses homologues. Aujourd'hui, je vous prie de s'aimer au cœur de nos savanes, comme à l'orée des cités, des citoyens qui construisent l'aujourd'hui. L'aujourd'hui est profondément important, comme l'Asie l'a fait. L'Asie ne sait pas penser avec les religions occidentales. L'Asie ne sait pas penser avec la technologie occidentale. L'Asie sait penser à partir de l'Asie en se confrontant aux autres. C'est de cela qu'il s'agit. Tant que nous ne l'aurons pas fait, tant que nous n'aurons pas, j'utilise toujours cette expression qui fait assez savant, tant que nous ne serons pas entrés dans l'assumation de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas.
Et ce n'est pas un homme, fût-il Laurent Gbagbo, qui nous sortira de là. Mandela est passé. Aujourd'hui, il est dans l'histoire. Mais a-t-il résolu les problèmes de l'Afrique du Sud? La réponse est non. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une connotation d'exclusion dans le propos africain? Est-ce que cela renvoie à une catégorie d'individus qui peut se revendiquer, appartenir à ce que vous appelez africain? En d'autres termes, est-ce qu'un blanc peut être considéré comme africain aujourd'hui ou pas? S'il se pense africain. C'est quoi l'Africain? Non, parce qu'à ce moment-là, parce que vous dites par exemple les premiers Africains, on aurait attendu que vous dites les premiers hommes. Mais pourquoi vous dites les premiers Africains? Et c'est qui les premiers Africains par exemple? Ceux qui ont commencé à se penser comme Africains. C'est très important. Oui, c'est pour ça qu'on pose la C'est question. très important. La construction de l'Europe, elle commence où? Elle commence par le mythe, dans un mythe de la Grèce antique, hein, le mythe de l'Europa. Qui est le premier homme à s'être pensé lui-même africain en disant, c'est pour cela que je dis, je dissocie l'État, je dissocie la nation du pays. Quand vous allez, vous connaissez la fameuse chanson « Au pays de mon enfance », on aurait pu dire à l'état de mon enfance ou à la nation de mon enfance. Mais le pays renvoie à quoi? Ça renvoie au terroir, comme disait le philosophe camerounais Fabien Ebousi-Boulaga. Ça renvoie au terroir, à ce que je peux toucher, à cette terre glaise qui est mienne, à cette forêt. Vous savez, vous qui vivez en plein cœur de Paris, vous savez que le cardinal Lustiger s'est fait enterrer dans la cathédrale Notre-Dame avec un peu de terre d'Israël. C'était quoi le symbole? Le symbole, c'était son appartenance à cette grande communauté juive. Et c'est très important. C'est très important parce que nous avons malheureusement des Africains occidentaux, nous avons des Africains asiatiques, nous avons des Africains américains et nous tardons à trouver des Africains africains. Des Africains qui pensent l'Afrique parce qu'ils s'assument d'abord eux-mêmes comme Africains. Et ça, c'est le combat que nous avons à mener en ce 21e siècle. Et quand ils ne s'assumeront pas eux-mêmes comme Africains, ils seront Africains quoi alors? Parce qu'il y a bien des Africains, vous et moi sommes Africains, il me semble. Et si on ne s'assume pas nous-mêmes comme Africains, on est quoi? On est des aliénés? Ben, nous sommes, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Hamidou Kane, nous sommes assis entre deux civilisations qui nous rejettent sans cesse. Nous sommes des hybrides, pas des hommes complètement accomplis. C'est une évidence, on le voit aujourd'hui. Le fou le dit à Samba Diallo, qui êtes-vous? Vous avez perdu votre âme, la voix du maître ne vous parle plus. C'est très important que la voix du maître continue à vous parler. Mais la voix du maître ne devrait pas être le chemin de l'aliénation. Sur le plan culturo-religieux en Afrique, l'Afrique, c'est 3 religions qui s'entremêlent. Vous avez en premier les religions traditionnelles africaines que l'on appelait autrefois l'animisme. Ensuite, par ordre d'arrivée, vous avez l'islam. Et enfin, vous avez le christianisme. Ces 3 religions-là sont au cœur du devenir de l'Afrique. C'est pour cela que vous voyez, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'intégrisme religieux ne devrait pas toucher l'Afrique. Parce que s'il y a un continent, s'il y a un peuple qui vit profondément en son âme, le jumelage de toutes ces religions, c'est l'Afrique, c'est l'âme africaine. Il me souvient avoir entendu et avoir vu une jeune fille, une jeune dans ses cotonnades, s'appeler Karine Aïssata Diarasuba. Karine, un prénom chrétien, Aïssata, prénom musulman, et puis son nom africain, Diarasuba. Quand vous allez à Dakar, au Sénégal, vous avez la mosquée du Sacré-Cœur, qui est juste à côté de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Quand vous allez à Yaoundé, la capitale du Cameroun, vous avez la mosquée du Christ-Roi de Tinga. Vous avez là une mosquée, vous avez d'un autre côté l'église catholique, où le pape est venu promulguer les conclusions du synode, et
Plus bas, en contrebas, vous avez le grand Tessingan de la religion traditionnelle des peuples de ce terroir-là. C'est ça qui est véritablement l'Afrique profonde. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, une importation culturelle, c'est une aliénation. Quand l'universitaire et historien ivoirien, autant pour moi, burkinabé, a écrit « on ne se construit pas sur la natte des autres ». Vous voyez qui c'est? Le professeur Kizerbo. On ne se construit pas sur la natte des autres. On ne dort pas sur la natte de l'autre. On ne peut pas regarder les constructions africaines aujourd'hui, les maisons dans lesquelles nous dormons en Afrique. Elles n'ont rien à voir avec l'environnement africain. Il faut faire quoi il faut donc faire quoi pour qu'aujourd'hui les Africains retrouvent les éléments qui participent à leur construction authentique? Visiblement, c'est ça que vous souhaitez. C'est pour cela que cette synthèse est nécessaire. C'est-à-dire que nous devons apprendre, quand vous allez à l'école et que vous êtes, vous venez du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal en Occident pour étudier, et qu'on vous envoie à l'école d'architecture, qu'est-ce qui vous amène à penser le mode d'habitat que vous allez transférer en Afrique, si vous ne le pensez pas à partir de l'Afrique? C'est de cela qu'il s'agit. La case africaine, est-ce qu'elle peut être construite aujourd'hui? Oui, elle peut être construite avec quoi? En tenant compte des éléments météorologiques, en tenant compte de l'environnement, en tenant compte de la forêt, en tenant compte du climat. C'est très important. Pourquoi importer? Je suis entré une fois dans une maison en Afrique qui était habitée par un de mes camarades et dans un coin, j'ai vu une cheminée. Alors, je lui ai demandé, mais à quoi sert cette cheminée? Il m'a dit, c'est mon architecte. Bon, il avait fait ses études à Villeurbanne, dans la région lyonnaise, et il avait appris à construire des maisons avec une cheminée. Mais il n'a pas su, il n'a pas compris qu'il pouvait penser une maison dans sa terre africaine, en sachant qu'il fait toujours 30 degrés à l'ombre dans ce pays-là. Voilà autant de choses. Et l'Africain doit résolument se mettre au travail. Or, ce que nous faisons généralement, je le dis parce que je suis jeune universitaire, une fois que nous avons soutenu une thèse de doctorat, nous la mettons sous le coude, nous allons en Afrique et nous passons les 20 prochaines années de notre carrière à l'université à lire, à dicter cette thèse à nos étudiants, et au bout de compte, nous n'avons pas formé d'Africains. Nous avons transmis un savoir qui a été jugé par un jury occidental digne d'un débat public. Parce que c'est ça la soutenance d'une thèse. La soutenance d'une thèse, c'est quand, à la fin de votre exposé, les membres du jury vous disent « Monsieur Ngassa, désormais, quand l'on parlera de journalisme, quand l'on parlera d'informatique, nous vous compterons parmi nous. » Mais la phrase la plus importante, c'est que désormais, vous pouvez philosopher à votre propre compte. Ça signifie que vous pouvez tenir un discours intuitif personné. C'est-à-dire que, en fonction de ce que je sais, en regardant ça, en mettant bout à bout ces éléments, nous arrivons à ceci. Nous avons besoin d'une confrontation d'idées. Et c'est de la confrontation d'idées que va naître la nouvelle Afrique. Et cette Afrique-là, elle sera une Afrique des Africains africains. Si on est d'accord avec vous sur le contenu de ce que vous venez de nous dire, on ne peut ne pas s'interroger sur aujourd'hui les motivations d'une telle nécessité posée par vous. Parce que vous partez de la Côte d'Ivoire, vous dites la Côte d'Ivoire, l'Afrique face à son destin. Est-ce que je pensez que le cas ivoirien est le plus parlant pour qu'on se projette vers ce qui est plus important désormais pour les Africains, de repenser leur vie d'abord comme Africains, de mettre au centre de leur vie les intérêts qui sont d'abord orientés vers l'Afrique. Il y a quand même aujourd'hui plusieurs pays en Afrique qui ont d'autres problèmes, qui auraient pu nous interpeller. Pourquoi seulement le cas ivoirien pour que vous projetez aujourd'hui? Dans la culture judéo-chrétienne, Nazareth ne représentait pas grand-chose. Il faut qu'on parte de quelque part. Voilà. Il fallait qu'on parte de quelque part, et le cas de la Côte d'Ivoire est le plus frappant de tous les autres cas.
Prenons le Rwanda. Le Rwanda s'est construit sur un mode belge. 3 ethnies constituent le Rwanda. Les Tutsis, les Hutus et les Pygmées. Mais on a tendance toujours à oublier les Pygmées. Mais en fait, le Rwanda s'est construit en termes de Wallonie et de Flamand. C'est exactement ce qui a été fait. Vous voyez comment est-ce qu'on peut transférer? On a fait... Du Rwanda, là. Je parle du Rwanda. En termes de Wallonie? Oui, parce que c'est une ancienne colonie belge. Parce qu'elle faisait partie du Grand Congo avant. Oui, Rwanda. Oui, mais on a constitué un peuple d'éleveurs et un peuple d'agriculteurs. On leur a dit, vous allez faire de l'agriculture et les autres vont faire de l'élevage, comme les Wallons d'un côté et les Flamands de l'autre côté. Et c'est comme cela que pendant quasiment un siècle, des peuples vont, d'autant plus qu'ils n'ont pas cette culture de l'écrit, vont à partir d'une culture de l'oralité qui a toujours la malchance d'être déformée à chaque fois qu'elle est transmise de génération en génération. Donc on a fini par faire 2 peuples antagonistes, ce qui n'était pas à l'origine. Il faut que les gens comprennent qu'on ne se développe pas sur la base de la culture de l'autre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'Occident n'est pas un Occident africain. L'Afrique ne peut pas être une Afrique occidentale. Nous avons beau nous habiller en occidental, nous avons beau transférer les technologies occidentales en Afrique, tant que nous ne pensons pas le développement, tant que nous ne pensons pas l'habillement, tant que nous ne pensons pas l'école, tant que nous ne pensons pas la route sur laquelle nous roulons tous les jours, en africain, sur la température africaine, sur l'environnement, sur les danses, sur la musique, sur tout ce que vous pouvez imaginer en Afrique, vous ne pouvez pas vous développer. Vous pensez que ce n'est pas possible. Vous pensez que cela a fait défaut au peuple de Côte d'Ivoire et qui expliquerait aujourd'hui la situation qu'a connue la Côte d'Ivoire? Oui, ça a fait largement défaut. Ça fait largement défaut parce que si vous regardez la construction de la Côte d'Ivoire, si vous regardez dans le nord, vous avez donc des peuples du Sahel qui viennent du Mali, qui viennent de la Guinée et qui viennent du Burkina Faso. Et donc qui rentrent en Côte d'Ivoire, mais qui sont 3 peuples culturellement différents et qui viennent rencontrer un 4e peuple qui culturellement sont différents. Ce n'est pas la même ethnie. Ce n'est pas comme avec les populations du centre qui sont en fait le grand empire Akan, comprenant des Baoulés et des Akans, et qui se prolonge à l'intérieur du Ghana. Donc vous voyez, c'est extrêmement différent. Et quand vous regardez les peuples du Sud, d'où est issue par exemple Madame Simone Gbagbo, vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc il faut être capable de tenir compte de ça. C'est pour cela que les sociétés ont besoin d'ethnologues, ils ont besoin de sociologues, ils ont besoin d'anthropologues. Ces 3 branches de la science sont suffisamment importantes pour pouvoir comprendre les peuples. Donc, c'est pour cela que l'exemple de la Côte d'Ivoire est frappant. C'est la première fois en Afrique, depuis la libération de Nelson Mandela, que l'on voit un élan de solidarité qui, sur les 4-5 continents, où on a en Amérique des gens qui demandent la libération de Laurent Gbagbo, on a des gens en Afrique, dans presque tous les pays africains, qui demandent la libération de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui partent de Paris pour aller manifester à La Haye. Ça signifie qu'une prise de conscience est possible. Et la prise de conscience ne peut être effective que si intellectuellement nous sommes africains. Et là, il y a encore du travail à faire. On va aborder la dernière partie de cet entretien. Moi, j'ai envie de vous poser des questions. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous énumérer quels sont, concrètement parlant, les moyens qui sont à la disposition des Africains pour leur permettre d'acquérir cette volonté de penser et d'être africain, tel que vous la définissez par votre expression africain-africain? C'est quoi les moyens aujourd'hui? J'en vois 2. Le premier moyen, c'est l'éducation. Penser
l'éducation pour le développement de l'Afrique. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est la conception d'un développement purement endogène. Est-ce que vous êtes prêt à renier tout ce que vous avez aujourd'hui appris de l'Occident, puisque pour vous, il faut repenser l'Afrique à partir de l'Afrique. Et tout ce qui a été au contact avec les autres cultures, est-ce que c'est à jeter donc? Non. Il ne s'agit pas de reniement. Il s'agit d'assumation et d'enracinement. Je vous ai dit que être intellectuel en Afrique, ça signifie être un homme de synthèse. Celui qui connaît profondément l'Afrique et celui qui connaît profondément l'Occident, il met tout cela ensemble et dégage la substantiale moelle qui lui permet d'affirmer son africanité. Donc, il faut en réalité comprendre que il ne s'agit pas de reniement. Vous ne pouvez pas renier le lait maternel qui vous a nourri. Mais vous pouvez l'analyser. Et ce que vous êtes, c'est certainement le fruit d'un héritage que vous avez reçu du sein maternel, mais aussi de l'acquis culturel. Et il n'est pas question aujourd'hui, comme cela se passe de plus en plus, que l'Occident, par un certain nombre d'Africains occidentaux, s'impose à l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de renier l'éducation que nous avons reçue. Il s'agit de dire, à partir de l'éducation que nous avons reçue et ce que nous savons de vous, voici la voie, voici le chemin de développement de l'Afrique. Le rendez-vous du donner et du recevoir, qu'est-ce que nous apportons à l'autre? Je refuse que l'Occident pense et continue à penser que nous avons des leçons à recevoir de lui. Je refuse que l'Occident utilise les Africains pour asservir l'Afrique. Il s'agit aujourd'hui que nos enfants boivent de l'eau puisée à la source qui aura été aménagée par les Africains. C'est de cela qu'il s'agit et c'est très important. Et vous savez qu'il y a 2 jours, un rapport de l'ONU en matière d'eau a révélé que 60% de la nappe phréatique potable était déjà utilisée. Mais en Afrique, 60% des Africains ont encore soif. Alors il s'agit aux Africains aujourd'hui d'aller explorer ces nappes phréatiques pour étancher la soif des Africains. Merci, on arrive au terme de cette émission. C'était donc le procès de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, l'Afrique face à son destin, aux éditions L'Harmattan de Vincent Sosthène Fouda. Un livre facile à lire, vous avez vu, on le fait rapidement. Donc un livre que nous vous conseillons vivement parce qu'il interpelle les Africains à prendre conscience de la nécessité de repenser leur continent, d'abord à partir des éléments endogènes. Encore merci à Vincent Sosthène Fouda d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'avoir été toujours fidèle sur notre lecture critique de livres sur DIAF TV. Et nous vous disons à bientôt pour une autre occasion. Merci, au revoir.